Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie du coup de vous retrouver au World Impact Summit dans cette agora eau qui est consacrée aux solutions en fait qui sont mises en œuvre dans les territoires pour garantir une approche circulaire de la gestion de l'eau. Donc je suis Noélie Coudurier, je suis journaliste sur les sujets qui traitent de l'ingénierie territoriale et donc c'est moi qui vais vous guider à travers cet échange. Donc j'ai le plaisir d'accueillir à nos côtés aujourd'hui donc Lucille Grémy, qui est directrice des interventions et de l'expertise eau et milieu au sein de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. À ses côtés, donc monsieur Pierre Magne, qui est directeur du développement de la technologie FGWRS, qui est une technologie développée par la société Firmus et qui consiste à traiter, purifier et recycler les eaux grises. Il nous en dira plus un petit peu plus tard. À sa gauche, Madame Pascale Guiffant, qui est fondatrice d'Openland, une entreprise sociale qui accompagne les professionnels et les collectivités dans la mise en œuvre de la transition écologique. Voilà. Elle nous parlera aussi des autres missions qu'elle a par ailleurs, en France et à l'international, pour une plus juste utilisation de la ressource en eau. Et enfin, Basile Michardière, qui est directeur alors, de l'incubateur ou du pôle entreprise de Make Sense, qui est là aussi une entreprise sociale qui accompagne les acteurs de la société, donc tous les acteurs de la société, que ce soit les particuliers, les entreprises, mais aussi les institutions, vers la transition écologique et sociale. Donc merci d'abord à toutes et tous d'avoir répondu présent et présente aujourd'hui. Donc juste pour vous fixer le cadre, nous sommes ensemble pour 1h15. Avant de commencer, je vous indique que cette table ronde a été imaginée de manière créative et vivante. Voilà, c'est pas les grandes plénières qui sont là-bas, donc on va faire en sorte que ce soit dynamique. Donc par conséquent, j'invite les intervenants à aller droit au but et être concrets dans vos propos. Et j'invite aussi la salle, à poser des questions et à réagir sur les différentes interventions. Je salue également les personnes qui suivent notre table ronde en ligne. Vous pourrez retrouver toutes et tous, si vous le souhaitez, cet échange en replay dans les prochains jours sur le site du World Impact Summit. Alors, donc, il est temps de rentrer dans le vif du sujet de cette table ronde. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous y ont assisté, mais il y avait un échange en début d'après-midi sur les fondements et la nécessité en fait, de s'intéresser à la circularité de l'eau. On sait évidemment que nos modes de production et de consommation, qui consistent à extraire, produire, consommer et ensuite jeter, nous amènent dans le mur et entraînent des dégâts irréversibles sur notre environnement et sur nos conditions de vie. On sait les impacts que ça a en termes de pollution, d'épuisement des ressources naturelles, de production importante de déchets et aussi d'inégalités sociales. Donc, en raison des tensions que ça provoque sur la ressource et aussi des conflits d'usage que ça génère, il devient donc urgent d'opter pour un modèle plus respectueux de la ressource afin que nos écosystèmes puissent mieux vivre et s'épanouir, et nous également. Donc, une fois que le constat est fait et que la prise de conscience est enclenchée, quelles sont les solutions en fait, qui s'offrent à nous? Parce que c'est bien là le sujet de cet échange. C'est ça dont il va être question avec nos invités, de toutes ces solutions en fait, qui assurent soit la réutilisation des eaux usées, soit l'optimisation de la ressource en eau, soit la valorisation. Enfin voilà, ils évoqueront avec nous toutes ces options. Donc pour démarrer, je vais laisser la parole à Madame Grémy pour nous brosser un petit peu rapidement quelle est la définition qu'on peut avoir d'une gestion circulaire de la ressource en eau, et puis ensuite de nous faire un petit état des lieux aussi sur le cadre légal et sur les freins que l'économie circulaire de l'eau rencontre aujourd'hui. C'est un vaste sujet. Votre première question, c'était une définition de l'économie circulaire. C'est pas la question la plus facile pour le démarrage.
Je dirais du coup que c'est une manière de... C'est pas que la sobriété, c'est plutôt la réutilisation en fait de ce qu'on consomme et de fait de préserver les ressources en eau et de moins prélever sur les ressources naturelles. Voilà, donc moi j'évoquerai plus particulièrement la réutilisation des eaux non conventionnelles, donc ce qui est lié voilà, aux eaux usées industrielles, aux eaux usées domestiques traitées, aux eaux pluviales, aux eaux grises, etc. Parce que ça permet en effet de moins consommer, de moins prélever sur les milieux naturels, de préserver du coup des ressources qui sont à haute valeur ajoutée, comme l'eau potable par exemple, donc de prévenir des conflits d'usage, et puis aussi de pouvoir réutiliser des eaux qui sont riches en azote et en phosphore. Et pour le coup, on a des sols qui ont besoin d'azote et de phosphore, puisqu'ils ont besoin, l'agriculture évidemment, et les pratiques agricoles et les cultures se nourrissent en fait de nutriments, et que la réutilisation en fait d'eau usée, traitée, mais qui permettent d'enrichir et d'être réutilisée en azote et phosphore dans les sols, eh bien là on voit bien voilà, l'économie circulaire. Alors je l'illustre peut-être plutôt que vous donner une définition, on va dire conventionnelle ou de l'économie circulaire, mais à ce stade, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Moi, je travaille sur le bassin Adour-Garonne, donc c'est en gros voilà, le sud-ouest, les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie en partie. Et c'est très important pour ce secteur-là du sud-ouest, parce qu'on est concerné en fait par les 2/3 du bassin qui ont un déficit hydrique récurrent, hein, l'été notamment. Avec voilà, les 2/3 du bassin qui sont concernés par un déficit quantitatif en eau de au moins 250 millions de mètres cubes. Et avec le changement climatique, on l'estime à 1 milliard de mètres cubes. Et on a plus de 40% des masses d'eau, donc des cours d'eau, des eaux souterraines, qui sont contaminées par des pollutions diffuses, nitrates et phytosanitaires. Donc tout ce qu'on peut faire en termes de réutilisation, de moindre prélèvement sur la ressource et de moindre apport de fertilisants, ça va participer à la protection des ressources en eau. Et votre deuxième question, c'était la réglementation. C'était oui, déjà un état des lieux régional et plus global sur l'état de la ressource en eau. Voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez aller au-delà de... Bon, du coup, après, s'il y a des questions, je préciserai peut-être. Là, du coup, je m'arrête là sur l'état, hein, avec ce qu'il faut retenir. Voilà, c'est les 2/3 sur le déficit hydrique et quasi 50% du bassin qui est concerné par des problèmes de pollution diffuse. Et puis, on a aujourd'hui, si je peux compléter, à peu près 50% des masses d'eau, donc des cours d'eau qui sont en bon état écologique sur le bassin. Hein, donc et on doit atteindre 70% dans les 6 ans qui viennent. Donc faire un gap de 20%, c'est un sacré challenge. Et la réutilisation des eaux usées, comme la sobriété des usages, des économies d'eau, des filières, des pratiques agroécologiques, des nouvelles filières agricoles à bas niveau d'impact, ça va participer à ça. Sur la réglementation, on a une réglementation sur les eaux usées en fait, sur la réutilisation des eaux usées françaises, qui est un arrêté de 2010 qui a été modifié en 2014 et qui permet et qui va être révisé aussi dans le cadre d'une réglementation européenne qui cherche à harmoniser les pratiques entre les différents pays européens et qui concerne la reuse pour des usages agricoles, donc irrigation agricole et irrigation des espaces verts. En gros, donc les golfs, par exemple, les hippodromes, et puis les espaces verts et l'agriculture. Par contre, on milite beaucoup pour que la réutilisation des eaux usées, elle puisse concerner d'autres usages. Et si on a des projets multi-usages, on gagnera en fait dans l'intérêt de ces projets aussi l'intérêt économique des projets, parce que ça coûte. Il faut traiter l'eau pour la réutiliser, et du coup, la valorisation économique ou le modèle économique, il n'est pas évident. Il n'est pas aujourd'hui rentable. Globalement. Et donc, l'objectif en fait, d'un nouvel arrêté qui devrait sortir en France début d'année 2022, c'est de pouvoir permettre des expérimentations qui vont au-delà des usages aujourd'hui réglementés et qui permettraient par exemple d'utiliser des eaux usées traitées pour l'hydrocurage des réseaux, par exemple, pour le lavage des voiries, par exemple, où là on utilise de l'eau potable alors qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait utiliser de l'eau usée traitée. Très bien. On reviendra sur les solutions de toute façon un petit peu plus tard, mais là c'était vraiment pour connaître le cadre légal, le cadre un peu coercitif aussi, puisqu'on sait qu'il y a très peu d'eau usée qui sont réutilisées en France, donc c'était aussi
Voilà. 0,1 à 0,3%. Les assises de l'eau nous disent de tripler dans les 5 ans qui viennent, et donc d'atteindre 1%, ce qui sera de toute façon toujours peu. Très peu au regard de ce que font certains pays par ailleurs. Alors, merci pour cette introduction. Je voudrais passer la parole justement à Madame Guiffant, qui, comme je le disais en introduction, a une expérience aussi à l'international et qui peut nous dire un petit peu quelles sont justement les différentes solutions qui se font jour, ou en tout cas qui fonctionnent à l'étranger et qu'on ne voit pas forcément encore arriver en France. Voilà, pour mieux tenir compte de la ressource et pour gérer ces problèmes de gouvernance aussi qu'on peut rencontrer. Merci. Peut-être juste pour recadrer un peu le sujet et sur cette question de l'économie circulaire, sur la gestion aujourd'hui de l'eau, déjà faire la différence entre l'usage de l'eau économique, donc par les agriculteurs, par les industries, et puis l'usage de l'eau en tant que service public, que ce soit en zone urbaine et rurale, puisque on va avoir quand même des usages qui sont différents, et du coup des chaînes de valeur et de réseaux qui peuvent également être différentes. Et puis faire le constat qu'aujourd'hui, ces services, ils sont tout à fait designés de manière linéaire et pas du tout de manière circulaire. Pour une raison simple, c'est que le premier objectif de développement de ces services, c'est un objectif d'abord d'hygiène, dans un premier temps, notamment sur l'eau des services, et non pas un objectif premier. Et ensuite, on a eu un objectif écologique, etc. Donc ça aussi, c'est important de se le dire. Donc ça veut dire que techniquement aujourd'hui, en tout cas les standards techniques aujourd'hui qui prévalent, sont des standards techniques qui prennent ça en compte et qui prennent moins et qui petit à petit prennent en compte les enjeux aujourd'hui de climat. Typiquement, comment est-ce qu'on va décarboner les services publics d'eau et d'assainissement? Ça, c'est une vraie question. Comment on va circulariser? Et du coup, ça nous demande peut-être de réfléchir aussi ces services en reprenant les 3 axes de l'économie circulaire, que sont les enjeux de sobriété et d'éco-conception, les enjeux de consommation durable, et puis ensuite les enjeux de traitement des déchets qui vont en produire, typiquement les bouts d'assainissement, comment est-ce qu'on va faire pour les valoriser, par exemple. Si on regarde ça, on parle beaucoup de l'agriculture, on parle parfois un peu moins de l'industrie, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a très peu d'entreprises qui se penchent réellement sur la question de leur empreinte eau. Elle se penche beaucoup plus sur la question des pollutions liées à des réglementations environnementales. Et là, du coup, ça dépend des pays, ça dépend du niveau de réglementation, ça dépend des exigences. Mais sur l'empreinte eau, que ce soit au niveau des activités ou au niveau de l'entièreté de leur chaîne de valeur, c'est-à-dire en amont de la chaîne de valeur et en aval de la chaîne de valeur, on a très peu de choses. Moi, je plaide pour qu'on utilise beaucoup plus des outils de type de ce qu'on peut voir dans le carbone, par exemple, type bilan carbone, pour justement avoir des footprints sur les chaînes de valeur des activités, pour bien comprendre où est-ce qu'on prend de la ressource, dans quel contexte, parce que c'est très territorialisé aussi, les chaînes de valeur, elles sont territorialisées, les problématiques de l'eau, elles sont territorialisées, pour bien comprendre quelles sont les empreintes au niveau notamment des industries. Parce que ces questions, elles créent des pressions sur la ressource, que ce soit en termes de prélèvement ou de pollution, mais aussi des pressions dans la gestion institutionnelle de ces bassins versants, dans la gestion institutionnelle de ces territoires. Et donc, on a également des questions de gouvernance, de contribution au bien commun, qui doivent être de plus en plus intégrées dans la gestion aujourd'hui des entreprises notamment. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est sur plutôt la question des services publics. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 800 millions de personnes qui n'ont encore pas accès à une eau potable de qualité et 2,4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à un assainissement. Et je pense que si on pense qu'on va donner accès à ces 2,4 milliards de personnes avec de l'assainissement collectif tel qu'on le connaît en France, avec des chasses d'eau à 11 litres d'eau potable à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, dans un contexte de raréfaction de la ressource et de changement climatique, je pense que vraiment, on est en train de louper quelque chose. Et donc là, on a vraiment besoin de travailler sur l'éco-conception des services, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va questionner nos standards, comment est-ce qu'on va questionner la façon dont on va designer les services dans les villes pour créer de nouvelles innovations qui vont à la fois permettre d'éviter les impacts sur la ressource, donc de moins utiliser d'eau, mais aussi de valoriser l'assainissement. Je prends un exemple sur cette question de l'assainissement, dont finalement on parle assez peu, mais qui est très important dans cette chaîne de valeur. C'est une entreprise qui est basée à Nairobi, au Kenya, qui s'appelle Sanergy, et qui fournit des services d'accès aux toilettes dans les bidonvilles de Nairobi, qui récupère en fait, donc c'est du container-based toilet, en bon français, donc en fait ils récupèrent en fait les bouts d'assainissement,
sur un système qui ressemble plus à de la collecte des déchets d'ailleurs qu'à de l'assainissement. Ils récupèrent ces boues et ensuite elles sont valorisées en compost et en lit pour pouvoir nourrir et faire se développer des black soldier flies, qui sont en fait des petits vers qu'on va ensuite donner, griller évidemment, et donner ensuite aux cochons ou aux volailles. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces bouts d'assainissement qui initialement allaient dans la petite rivière qui était à côté du bidonville, elles vont être valorisées dans un système vertueux et qu'en plus on remplit non seulement la question de l'impact écologique, mais aussi la question de l'hygiène et de l'accès aux services essentiels, dont je rappelle que c'est un droit humain fondamental, eau et assainissement. Donc ça, c'est juste pour dire que dans la façon dont on voit les services, on a des enjeux de transformation de ce qui existe dans nos pays, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réutiliser de l'eau. Et là, je vous laisserai présenter parce que vous avez un exemple édifiant sur le sujet. Comment est-ce qu'on va limiter la consommation d'eau ? Et là, c'est dans les systèmes existants, mais je vous donne l'exemple de Phnom Penh. Phnom Penh, c'est 8% de perte en eau sur le réseau. Ils ont des meilleurs résultats que beaucoup de villes françaises sur le sujet. Et puis, c'est aussi la question effectivement d'étendre l'accès aux services, que ce soit au niveau de l'eau et de l'assainissement. Et comment est-ce qu'on va le faire différemment, c'est-à-dire en ayant des projets et des techniques qui sont éco-conçus, qui répondent à la demande et à la culture et aux usages des personnes qui vont bénéficier de ces services, mais aussi en re-questionnant tous les standards technologiques qu'on a aujourd'hui. Et ça date pas d'hier. Prenez la question de l'assainissement condominial. L'assainissement condominial, c'est quoi ? C'est juste avoir un assainissement collectif enterré moins profond, parce qu'au Brésil, ça gèle pas. Et qu'en fait, les standards, on les avait créés avec des questions de gel. Donc, deux choses qui me paraissent importantes. Comment est-ce qu'on limite l'utilisation des ressources ? Comment est-ce qu'on éco-conçoit nos projets et nos services sur ce sujet ? Comment est-ce qu'on s'appuie sur une consommation responsable ? Et donc là, on va passer par les usages, on va passer par la sensibilisation, on va passer par le design de service aussi, c'est-à-dire designer avec les utilisateurs, pas designer dans les bureaux et ensuite pas aller sur le terrain. Et puis enfin, comment est-ce qu'on va penser la fin de nos chaînes de valeur pour faire de la valorisation ? Ça me paraît extrêmement important. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez dressé un large panel des solutions qui s'offrent à nous. Donc je retiens éco-conception des services, questionner nos standards de façon à les adapter aux territoires auxquels ils se destinent, une consommation plus responsable qui passe par plein de leviers différents. Et vous avez parlé aussi de dynamiser l'innovation. Alors je sais que M. Mann, qui est à côté, a un avis un peu différent là-dessus. Pour en avoir discuté, vous me disiez qu'en termes d'innovation, on avait déjà, alors pas atteint évidemment l'optimum, mais en tout cas, on s'était déjà approché que les technologies existent. Et ensuite, charge à nous maintenant de les développer, de pouvoir les appliquer dans les territoires. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est traduit avec votre technologie qui a un nom un peu barbare, FGWRS ? Non, c'est le nom de la société qui est un nom un peu barbare, j'en conviens. Il s'appelle FGWRS, ça veut dire Firmus Greywater ou Grease Recycling System, c'est en anglais. Donc, dedans, vous trouvez le nom au Grease. Et puis Firmus, c'est le nom de la société qui est en France, en région Occitanie, à Clermont-Lérault, qui est notre base technique arrière, qui est spécialisée dans tout ce qui est traitement, purification, recyclage et séparation d'eau et d'effluents. Donc on travaille sur toutes les techniques membranaires, on travaille pour des grands groupes industriels comme Arkema, on sait faire du traitement de l'exivia, de la potabilisation d'eau. On est engagé dans plusieurs programmes de recherche depuis longtemps, grâce à notre directeur technique, qui est certainement des meilleurs experts sur les techniques, l'application des techniques membranaires en France. Et à l'intérieur de la société, il y a un savoir-faire spécifique sur le recyclage des eaux grises. Les eaux grises, ça a été défini, la terminologie, ce sont en fait les eaux qui viennent de douche, de lavabo, des lave-linges et des piscines et d'hammams. En résumé, ce sont des eaux peu chargées qu'on peut traiter d'une manière efficace et rapide pour les réutiliser à l'intérieur du même bâtiment. Donc ce savoir-faire, on le tient de programmes de recherche qui ont été commandés par l'Agence spatiale européenne au début de ce siècle, donc vous voyez, dans les années 2000. Et la technologie, elle a été mise au point, l'objectif étant de recycler des eaux de douche et de condensation pour les vols spatiaux de longue durée. Elle est considérée en TRL 8.9, pour qui ça veut dire, par le CNES et par l'ESA. Et donc, elle a été, je dirais, mise sur étagère. Et au moment où elle était mise sur étagère, lorsque la France et l'Italie ont décidé de créer une base terrestre en Antarctique, c'est-à-dire une base qui se trouve à l'intérieur, à 1000 km des côtes, elles se sont tournées vers l'Agence spatiale européenne pour transférer des technologies dans la mesure où toutes les nations qui sont en Antarctique signent ce qu'on appelle le protocole de Madrid, dans lequel elles s'engagent à avoir un impact
minimum sur l'environnement. Donc l'Agence spatiale européenne a décidé de transférer cette technologie sur le recyclage des eaux grises sur la station de recherche Antarctique Concordia. Donc il y a une unité qui a été construite, qui a été testée en France sur le lycée hôtelier de la Canourgue, en Lozère, qui a été reconditionnée et qui est en fonctionnement depuis 2005 sur la station de recherche Antarctique Concordia. Alors j'aurais du mal à vous amener la visiter, c'est quand même un peu loin. Par contre, ça fonctionne depuis 2005 sans aucun incident technique ou sanitaire. Et l'eau grise, alors on recycle là-bas aussi les eaux de cuisine, les eaux de douche, de lavabo, de lave-linge, et c'est renvoyé dans un circuit qui renvoie vers les douches, les lavabos, vers la cuisine, et vous avez la quasi-totalité du personnel technique et scientifique qui est passé sur la base. À ce jour, ça doit représenter environ 1500 personnes qui boivent l'eau qui a été recyclée. Donc moi, un peu naïvement, quand j'ai repris les activités au sein de Firmus, je me suis dit que c'était tellement évident et efficace que ça allait se développer partout. Et je ne dirais pas que les problématiques ont commencé, mais c'est là que je me suis aperçu que d'abord, ce n'était pas autorisé, en France notamment. On n'a pas le droit de renvoyer de l'eau recyclée, des eaux grises recyclées, dans la cuvette des WC, sauf dans votre habitation, puisque chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on a entrepris une démarche de démonstration. On a essayé d'extraire ce savoir-faire spécifique de Firmus sur une société dédiée qui s'appelle donc FGWRS et qui est basée à Monaco, qui fait partie de l'incubateur Monacotech, où on a eu un accueil très favorable pour ce genre de technologie. On a mis en place un démonstrateur qui a fonctionné en continu sur un hôtel pendant un an, recyclé les eaux de 4 chambres en continu. On a démontré l'efficacité du taux de traitement, mais aussi la qualité de l'eau qui était produite. On était suivi par les services de santé de la principauté. Et on a continué à essayer de communiquer avec le CSTB. On est passé devant l'ANSES. Et nos dernières, réalisations à réel ont été lors des 2 dernières éditions du tournoi de tennis de Roland-Garros, puisqu'à la demande de la Fédération française de tennis, via GL Events, qui est la société qui fait de l'événementiel, ils ont souhaité mettre en évidence leur impact sur leur implication dans l'environnement. Donc GL Events a proposé notre technologie et on a recyclé sur les 2 dernières éditions, on le fera sur la suivante, les eaux de douche des vestiaires d'entraînement, qui sont des vestiaires créés de façon éphémère pendant 3 semaines, pour les renvoyer vers la cuvette des WC. Alors on a été obligé de demander une dérogation auprès des ARS, qu'on a obtenue sans trop de difficultés, vu l'antériorité qu'on a, mais en s'engageant quand même à faire des analyses toutes les semaines pour démontrer que la qualité d'eau qu'on renvoyait vers la cuvette des WC était d'une qualité parfaite. Et on a dû faire un étiquetage spécifique à côté de chaque cuvette des WC, au cas où un joueur assoiffé arriverait et se jetterait dans la cuvette des WC pour boire l'eau. Mais c'est ce qui s'est passé, si vous voulez. L'anecdote est très simple. Il y avait des équipes techniques qui collaient ces fameuses étiquettes « attention, eau non potable ». Alors j'ai dit, vous avez collé nos étiquettes parce qu'elles étaient jolies au design de Roland-Garros. Ils m'ont dit, on va les mettre à côté du robinet, là. J'ai dit, non, pas le robinet, là, il faut que tu le mettes à côté de là. Ils m'ont dit, mais t'es idiot, jamais ils vont aller boire dans les WC. J'ai dit, c'est comme ça. Donc on l'a fait. Et à l'heure actuelle, on a un système qui fonctionne en continu sur le pavillon de Monaco à l'Expo universelle de Dubaï. On recycle les eaux grises du premier étage et surtout les eaux de lave-linge, puisqu'ils lavent le linge de tous les jeunes qui sont là-bas pour accueillir sur le pavillon. À ce jour, on a recyclé plus de 24 mètres cubes d'eau. Voilà. Donc, je ne suis pas contre les innovations, loin de là. Mais je dirais qu'il y a des technologies matures qui existent, qui sont opérationnelles, qui ont le temps de retour significatif. On attend de les mettre en œuvre. La réglementation, alors, sur la dernière édition de Roland-Garros, le CSTB et le ministère de la Santé sont venus voir notre installation. Il se profilerait à l'horizon une réglementation pour la réutilisation des eaux grises à l'horizon 2025. J'espère qu'elle arrivera. Disons que nous, ce qu'on propose, c'est de la vraie économie circulaire intégrée à l'intérieur d'un bâtiment, d'un hôtel, d'un bâtiment public, d'une maison individuelle, d'un centre sportif. Et on est capable aussi d'amener avec nous des spécialistes en récupération énergétique, puisque les eaux grises, comme on les traite d'une façon instantanée, si vous voulez, c'est par des techniques membranaires qu'on maîtrise parfaitement, qui permettent d'avoir une qualité d'eau, constante et sécurisée. On peut puiser les calories de cette eau, qu'on appelle souvent de l'énergie fatale, pour les réutiliser à l'intérieur du même habitat, du même lieu, pour en premier lieu le préchauffage de l'eau chaude sanitaire. C'est ce qu'on a mis en évidence aussi sur la dernière édition de Roland-Garros. Voilà, après... Merci beaucoup pour ces illustrations qui sont très parlantes. Du coup, moi, ce qui me frappe en vous entendant, c'est effectivement, ce que vous disiez, c'est que la technologie est arrivée à maturité, mais elle ne trouve pas à pénétrer le territoire français. Il y a d'autres territoires qui s'y intéressent, mais en France, ou en tout cas, il y a une discussion qui s'instaure à petits pas. Alors, oui. Alors,
elle intéresse tout le monde. Moi, si je fais un sondage ici à main levée en disant qui c'est qui est d'accord pour dire que c'est idiot d'envoyer de l'eau potable dans la cuvette des WC, personne ne va lever la main. Tout le monde est d'accord en me disant ce que tu fais, c'est génial, il faut le faire. Alors on se heurte à 2 problèmes. Le problème réglementaire en premier lieu, et je vais être clair, il y a des forts lobbies de nos amis vendeurs d'eau, puisque si on recycle de l'eau, ils en vendront forcément moins. Donc ils ne sont pas vraiment favorables. Et puis on les retrouve dans toutes les commissions à l'ANSES et ailleurs, on les retrouve dans tous les organismes officiels, dans le Pôle Aqua Vallée, il doit y en avoir certainement aussi à l'agence de l'eau. Mais c'est comme ça, ils ont compris que de toute façon, le temps allait tourner. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Voilà. Et l'autre problème, il est, je dirais, une approche économique qui est basée sur le calcul d'un temps-retour sur le prix de l'eau. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur la performance de nos équipements. On arrive pour des bâtiments collectifs à atteindre des temps de retour qui sont inférieurs à 5 ans, en fonction de la quantité d'eau, bien entendu, qui est utilisée, basé sur un prix de l'eau moyen en France qui est de 4 €, mais qui est différent en fonction des régions. Maintenant, alors tout ça, on travaille sans aucune subvention, sans demander d'aide, puisque bon, ça ne peut être qu'un surplus. Après, la question qu'il faut se poser, c'est quand on n'a plus d'eau, quel est le prix de l'eau ? Il y a beaucoup d'activités économiques qui viennent nous voir à l'heure actuelle, notamment des blanchisseries, des laveries, qui se rendent compte que la ressource, elle n'est pas inépuisable, et que par contre, pour eux, ça se traduit par un arrêt de l'activité. Si vous avez un contrat d'électricité ou un contrat de gaz, vous avez un engagement de fourniture et d'approvisionnement. Quand vous avez un contrat d'eau, il n'y a pas d'engagement. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Donc vous arrêtez votre activité. Et on a été ce matin en réunion avec beaucoup de campings de la côte ouest qui se posent des questions justement et qui veulent s'engager dans un recyclage d'eau puisque la réglementation évolue pas à pas, je dirais, et elle a changé notamment cette année. En mai dernier, elle sera applicable au 1er janvier 2022. On a la possibilité de recycler l'eau dans les piscines. Donc, bon, nous, ça fait partie de la maîtrise qu'on a. Donc, on travaille beaucoup à l'heure actuelle avec des piscines qui se rendent compte que c'est des grosses déperditions d'eau et de chaleur et qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Merci. Alors oui, vous disiez, quand on n'a plus d'eau, quel est le prix de l'eau ? Effectivement, c'est une situation qu'on a déjà vue, qui s'est posée en Afrique du Sud notamment et dans certains États américains déjà, et en France aussi. Et la région Nouvelle-Aquitaine est une des régions qui va être les plus impactées en France du fait de la tension du tourisme. Donc, je me tourne vers vous à nouveau. Justement, je voulais savoir comment les territoires se préparent en fait et tiennent compte de cette précarité de la ressource. Concrètement, comment vous les accompagnez à quelle difficulté, dans quelles difficultés vous les aidez ? On les pousse vers l'avant. Voilà. Oui, du coup, ce que disait Monsieur Mal, là, ça me faisait quand même un petit peu réagir. Et ça m'interpellait sur plusieurs volets. En effet, la réutilisation des eaux et ce qu'il a présenté, les solutions existent. En fait, on a la technologie, on sait faire, sauf qu'en effet, il y a des freins réglementaires qui sont liés aussi à des freins sociétaux, c'est-à-dire que il y a un certain type aussi d'usagers, en fait, de citoyens qui ne sont pas forcément prêts à accepter compte tenu des risques éventuels, même si en fait la démonstration a été faite. Mais parfois, on le sait tous, c'est pas parce qu'une démonstration a été faite qu'elle est, pour le coup, qu'elle est convaincante pour tout le monde. Et donc, tout ce qui est lié à la réutilisation des eaux usées, même si elles sont traitées et que la réglementation déjà aujourd'hui pose 4 critères de vérification sur notamment les bactéries, il y a des niveaux de traitement et pour chaque niveau de traitement, il y a des niveaux d'usage qui sont réglementés. Pour autant, il peut y avoir des freins sociétaux, donc d'acceptation sociale. Voilà, donc il ne faut pas les négliger. C'est pour ça que tout projet de reuse sur un territoire doit toujours être pensé avec les acteurs du territoire. Est-ce réellement ce qui bloque le plus aujourd'hui ou ça peut bloquer, oui. Voilà, faut pas le nier. Il y a la réglementation, il y a l'acceptation sociale, il y a les coûts, et il y a en effet à quel type de problématique ça répond. Du coup, je fais le lien avec votre question et puis ce que disait Monsieur Magne. Il y a en effet, vous avez tous entendu parler du Varenne agricole de l'eau, je pense, parce que ça a été largement, en tout cas, animé par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie. Et la reuse, c'est un des volets, un des leviers qui permet en fait de faire face pour les territoires à la résilience face au changement climatique. C'est-à-dire, c'est une des solutions qui
de moins prélever dans les ressources naturelles et donc de faire des économies d'eau. Et donc c'est un des leviers pour restaurer le déséquilibre quantitatif qu'il y a dans les territoires. Et ces projets de reuse, quand ils existent, ils doivent être intégrés dans un projet de territoire avec l'ensemble des acteurs et mis aussi en exergue avec d'autres volets qui sont les solutions fondées sur la nature, la restauration des zones humides, comment on exploite mieux les retenues existantes, comment on gère mieux les prélèvements, les économies d'eau, etc. Et on associe les acteurs et les différents acteurs. Et vous avez aussi probablement, notamment dans la région, entendu parler des conflits d'usage qu'il peut y avoir. Donc il y a des conflits d'usage entre, notamment l'été, entre des prélèvements agricoles, l'alimentation du bétail et l'alimentation humaine, parce que parfois on se retrouve avec des collectivités qui font face à des ruptures d'approvisionnement en eau potable. Et donc la reuse, ça peut être localement une des solutions pour soulager en fait ces conflits d'usage, parce qu'on prélève moins dans le réseau d'eau potable, parce qu'on prélève moins dans le milieu naturel, et donc on satisfait des objectifs environnementaux et on satisfait des objectifs d'alimentation en eau potable. Et donc, face à à ces problèmes qu'on a sur le bassin d'Or-Garonne et dans la lignée en fait du Varenne agricole de l'eau, on est en train de proposer en fait des projets dont la reuse fait complètement partie. Et dans ces projets qui sont portés par le comité de bassin et par le conseil d'administration de l'agence de l'eau, faire la référence, l'échange à ce que vous avez pu dire sur le possible lobbying. Au sein du conseil d'administration de l'agence de l'eau, il y a vraiment, en fait, on défend vraiment l'idée des projets qui permettent en fait de travailler sur tous les leviers et certainement pas en fait de tenir compte de certains lobbying. De grands distributeurs d'eau qui n'ont pas leur place en fait dans un établissement public de l'État qu'est l'agence de l'eau. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question en partie, mais c'est vrai. Pour autant, c'est vrai que je pense que vous en avez tous entendu parler. Il y a des villes comme la capitale de la Namibie, par exemple, qui réutilise les eaux usées depuis plus de 50 ans. On ne comprend pas forcément pourquoi la France est à ce point en retard en fait, sur des sujets comme celui-là. Et je pense que c'est un peu ce qu'avait l'air d'exprimer Monsieur Magne aussi. Le retard, en tout cas, on est un peu en train de le combler, c'est-à-dire que quand on fait le bilan sur Adour-Garonne, on a en gros une vingtaine de projets actifs seulement sur le bassin Adour-Garonne. Projets actifs, c'est-à-dire de projets où il y a vraiment de la réutilisation. On en donc d'eau pluviale, de toiture, etc. Et du coup, on a lancé un appel à projet. Et dans cet appel à projet pour lequel on a commencé à clôturer une certaine partie, avec des projets d'intention qui ont été déposés pour le 31 octobre 2021, on a 70 projets qui viennent d'être déposés. Je vous invite on garde ce sujet pour tout à l'heure, on l'aborde juste après. Madame Guiffon, vous aviez une réaction ? Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce que vous disiez sur Windhoek et le fait que ça fait 50 ans qu'on réutilise de l'eau à Windhoek. Je pense que c'est un exemple probant que en fait, ces questions de l'eau, elles sont liées au territoire dans lequel on est, elles sont liées aux enjeux de pression sur la ressource dans lequel on est, et aujourd'hui, on ne gère pas l'eau de la même façon à Windhoek, en Arabie Saoudite, à Alger, à Paris, à Bordeaux, etc. Et donc, sous-estimer, enfin, je veux dire, oui, les technologies sont là, mais les technologies ne sont pas suffisantes. Quand on regarde les questions de l'eau, si on ne prend pas en compte les questions territoriales, historiques, sociales, culturelles liées à l'eau, eh bien, je pense qu'on loupe quelque chose. Et on loupe aussi la façon, justement, de dialoguer et de travailler avec les parties prenantes du territoire sur ces enjeux. Et l'exemple de Madame de l'Agence de l'eau, les agences de l'eau sont quand même des lieux de dialogue entre parties prenantes qui sont d'ailleurs dans le monde, ont été essayés d'être copiés et mis en place dans de nombreux pays, où justement on voit bien qu'on a besoin à la fois de faire évoluer des pratiques, sur un même territoire regarder des intérêts qui sont parfois divergents, et il ne s'agit pas uniquement de solutions techniques, même si elles sont là, mais aussi de voir comment est-ce que ça s'inscrit dans la culture, dans l'histoire du pays. Je rappelle qu'il y a 15 ans, en France, moi, quand j'ai commencé ma carrière dans le secteur de l'eau, on nous disait « tout va bien, Madame la Marquise, on n'aura pas de problème de ressources ». Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire que Windhoek, ça fait bien plus longtemps qu'ils ont des problèmes de ressources, et donc ils ont choisi les technologies qui les ont aidés à résoudre le problème qu'ils avaient en face d'eux. Enfin, je pense que c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est-à-dire sous-estimer le contexte territorial et historique de cet enjeu, c'est vraiment louper quelque chose à mon sens.
Merci pour cette remise en perspective. Alors effectivement, oui, c'est primordial de voir la singularité en fait des projets et des territoires dans lesquels ils s'inscrivent. Justement, pour donner un petit peu plus de matière et de concret, je vais laisser la parole à Basile Michardière. Je rappelle que vous travaillez pour Make Sense et que vous accompagnez des entreprises, des particuliers et des acteurs institutionnels, entre autres, des collectivités aussi. C'est ça. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. En effet, vous me voyez moi, mais Make Sense, on est 150 à la fois en France et dans différents pays. Je vais venir sur des projets tout de suite. La conviction initiale à la base de Make Sense, et dont on vient de parler un petit peu là, c'est qu'il n'y a aucun des problèmes sociaux et environnementaux, et l'eau en fait partie, qui vont avoir une réponse simple et unique, c'est une évidence, mais on l'oublie, on vient de parler de ça pendant 20 minutes en fait, mais c'est quand même comme le nez au milieu de la figure que c'est pas un seul acteur qui va pouvoir faire la différence, et c'est autour de cette conviction-là, chez Make Sense, qu'on a développé notre activité. Du coup, on fait 3 choses. On aide le grand public à passer à l'action, à s'engager sur des sujets de la transition. On accompagne des entreprises sociales, des startups sociales, comme on aime bien le dire, sur ces sujets-là. On le fait sur l'eau, et je vais vous en parler. Et on accompagne des collectivités, justement, à mener différentes étapes de leur transition. Je reprends le point, du coup, sur le fait que la technologie solverait tout, comme en très mauvais franglais. Il y a un bouquin qui s'appelle « Le solutionnisme technologique » par un monsieur qui s'appelle Evgeny Morozov, qui est un chercheur biélorusse, qui décrit ça extrêmement bien. Et tous les mécanismes en fait, qui se mettent en place à partir du moment où on aurait une super technologie, comment on la met, on en fait une figure de proue qui permet, in fine, d'écarter les autres problèmes en se concentrant sur on a une technologie qui marche, mais du coup on ne regarde pas les décisions politiques à prendre, les changements de comportement que ça peut avoir, sur lesquels elle doit se reposer à l'échelle individuelle. Voilà. En tout cas, moi, pour bosser, donc je suis pas expert de l'eau, je suis un peu mal à l'aise quand même sur cette table ronde. Nous, on est experts des différents métiers dont je vais vous parler, et on a toujours ce problème-là sur toutes les verticales. On m'a demandé de parler de projets. On a un hub en Afrique de l'Ouest, à Dakar et en Côte d'Ivoire, dont je voudrais vous parler. Il y a 2 projets qui mobilisent un acteur dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui est le citoyen, le grand public, et donc, parce que c'est super important ce que vous disiez, l'eau n'est pas du tout les mêmes sujets dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qu'en France, donc ils sont membres de communautés qui sont souvent rurales. Et on avait notamment une jeune dame qui s'appelait Malina, qui a vécu les difficultés d'accès à l'eau durant son enfance. Donc là, on est à 45 km de Dakar, et qui a ensuite rencontré la communauté Make Sense au Sénégal, donc a participé à pas mal d'événements de sociabilisation autour de la transition. On essaye de créer du lien entre les gens, c'est toujours une première étape super importante. Et elle s'est dit, en fait, moi, je me suis hyper concernée par le sujet de l'eau. J'aimerais faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Et quand on a travaillé avec elle, on s'est rendu compte qu'une des forces de Malina, en fait, c'était vraiment d'arriver à mobiliser les gens autour d'elle. Elle avait un pouvoir d'attraction pour créer une communauté. Donc on l'a mis en lien avec des associations locales qui essayaient de faciliter le développement de pompes à eau, mais qui se heurtaient à énormément de difficultés dans le lien avec les communautés locales, justement, donc l'installation, la pérennité des pompes à eau. Et il manquait un petit peu ce lien entre les providers de solutions, j'allais dire, et puis ceux qui sont sur place. Et donc c'est ce qu'on a aidé Malina à créer une communauté locale dans son village autour de l'installation de ces pompes à eau. Donc qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? On l'a pris en formation pendant 3 mois pour lui expliquer les bases de ce que nous on appelle l'animation de communauté, qui peut peut-être vous paraître lointain, mais qui en anglais, enfin dans les mondes d'organisation s'appelle community building, et qui poussait très loin en fait. Comment on fait que les gens s'intéressent et s'engagent sur un sujet. Et Malina, après ces 3 mois d'accompagnement, on l'a aidé pas à pas pour mobiliser des gens de ces différents villages en leur disant ce sujet-là est intéressant en fait et important, il te concerne, et puis surtout, le premier petit pas à faire pour passer à l'action derrière. Donc elle a créé des mini outils de sensibilisation, et puis ensuite avec les techniciens créer pas mal de kits pour faciliter l'installation de ces pompes à eau. Donc voilà, pour remettre le citoyen au milieu de l'histoire, c'était un petit peu mon point ici. Alors ça, c'était un exemple d'engagement citoyen, on va dire. Est-ce que vous avez d'autres exemples aussi de travaux qui ont été menés avec des collectivités étrangères ?
Ouais, absolument. Donc deux rapidement. D'abord la ville de Mexico, qui a donc 10 millions de personnes sont au risque Y dans la Ciudad de Mexico. Et elle a été à l'initiative avec son partenaire Veolia et Make Sense de maintenant en 2014. Donc ça remonte le temps on n'était pas tout à fait à la même époque, peut-être en termes de techno, pour lancer un appel à projet et soutenir un certain nombre de startups qui se positionnent sur la gestion de l'eau au Mexique avec une diversité de solutions. Ce qui est vraiment à souligner ici, c'est que la ville de Mexico, donc elle s'est fait un partenariat avec un incubateur comme nous. Ici, rien de très innovant finalement. Elle s'est alliée avec un industriel pour aussi apporter du financement. Donc chaque projet touchait du financement, mais surtout elle était allée très loin dans la mise en lien qu'elle faisait entre ces porteurs de projets et les personnes des services dans les villes. Parce que ça peut vous paraître peut-être hallucinant, mais quand vous êtes un jeune porteur de projet avec une techno qui a fait un premier POC, ça fonctionne, en fait il y a 1 milliard de questions qui se posent, ça va être hyper difficile pour vous d'être reçu et écouté par des personnes, notamment du côté pouvoir public. Donc, évidemment, les solutions varient d'un endroit à l'autre. En tout cas, c'était une vraie difficulté dont vous avez par les entrepreneurs à Mexico. Et ce qu'a fait la ville, c'est créer en gros un canal de communication hyper simple pour lier ces néo-entrepreneurs et la ville de Mexico. Et je peux vous donner un dernier exemple, si tu veux. Allez-y, et puis ensuite vous On donnerez... continue ou pas? Okay. Très rapidement, parce que c'est vraiment des choses dont on a parlé là, sur comment on arrive à aligner, c'est des phrases toutes faites, mais casser les silos, mettre tout le monde autour de la table, c'est quand même une super réalité terrain. On a monté un projet un programme qui s'appelle Collab Inno, en partenariat avec l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement en Afrique de l'Ouest. Le principe, c'est chaque année, on choisit un thème et on essaye de faire s'asseoir au milieu de la table tous les acteurs d'un territoire qui vont bosser sur ce sujet, de leur faire identifier les défis qu'ils ont en commun et donc pourquoi ils ont intérêt à bosser ensemble. Et donc il y a tout derrière ça, des expertises en intelligence collective et des expertises thématiques qui nous permettent de faire avancer ces programmes. Et on s'apprête à lancer le thème de l'année prochaine en Tunisie, c'est l'eau et la gestion de l'eau. Donc on lance un appel à projet justement pour recenser tous les acteurs impliqués sur le sujet. Et on a des premiers tours de concertation. Il n'y a pas votre institution forcément là-bas. En tout cas, elle ne fonctionne pas aussi bien. Et pour pouvoir les mettre autour de la table et leur faire lancer des projets ensemble. Donc ça va se lancer, ça, début février. Si ça vous intéresse, vous tapez Collab Inno Make Sense dans Google et vous aurez des infos. C'est pas si facile que ça à trouver. On a eu cette... Ouais. Il faut taper Tunisie. Il faut mettre qu'un L, ok. Noémie, si je peux me permettre, j'ai envie de donner un exemple très local, qui est la réutilisation des eaux usées de Mont-de-Marsan dans le cadre du projet de territoire sur le Midour, qui est un affluent de l'Adour. Pour le coup, c'est un projet qui est pas à quelques kilomètres d'ici, pour lequel on est en train de faire une étude de faisabilité qui s'inscrit complètement dans un partage des acteurs locaux, puisque ça fait partie d'une des solutions dans un scénario qui a été décidé par l'ensemble des acteurs. Dans l'ensemble des acteurs, c'est évidemment institutionnel, mais c'est évidemment les agriculteurs, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, les élus, les collectivités. Voilà. Et donc ce projet-là, il n'est pas loin. Et il va se mettre en place en 2021 avec des travaux, on l'espère, dès 2022. Pour de l'irrigation plutôt agricole. Donc là, pour le coup, on satisfait un usage agricole à partir d'eau usée de la station de Mont-de-Marsan. La station de Mont-de-Marsan, vous imaginez, c'est quand même une grosse ville, donc il y a quand même des volumes assez importants. Et ça me fait penser à ajouter en fait, que tout projet en fait, de reuse, il est aussi intéressant parce que vous savez aussi que les stations d'épuration alimentent les cours d'eau, hein, évidemment, avec de l'eau usée qui a été traitée, mais je veux dire, voilà, dans certains secteurs qui souffrent beaucoup d'étiage fort, des fois, le débit de la rivière, il est créé grâce à la station d'épuration, et un projet de reuse, quand on veut que ça satisfasse dans une économie circulaire un projet de territoire, il faut aussi veiller à ce que l'étiage du cours d'eau n'en soit pas affecté. Voilà. Donc je voulais un peu revenir en France par rapport à des choses aussi, qu'on arrive à trouver des accords locaux et avec des projets qui devraient se mettre en place. Voilà. Il y a aussi à Rochefort. J'allais vous questionner sur les projets français. Je voulais juste, avant qu'on reste sur les projets internationaux, avec Madame Guiffan, qui a eu cette expérience aussi, notamment avec votre rôle au sein du Toilet Board. Alors effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça n'est pas transposable en l'état dans notre territoire, mais en tout cas ça permet de nous inspirer. Et donc il y avait ce projet de réutilisation des urines et des boues
des toilettes. Donc je ne sais pas si vous pouvez juste en dire 2 mots. Alors, je peux peut-être présenter le Toilet Board Coalition, qui Oui. a un très joli nom. Poétique. Très sympa. Donc, je fais partie de cette organisation. Je suis membre du conseil d'administration. C'est une organisation dont l'objectif est d'aider des entrepreneurs dans le monde qui vont proposer des services, des solutions pour justement transformer ce secteur de l'assainissement. Donc avec une vision large, puisqu'il s'agit à la fois de travailler sur l'aval de la chaîne de valeur, la valorisation, etc. Mais on travaille également sur les questions d'hygiène féminine, sur les questions de toilettes publiques et tout ce qui tourne autour de ces sujets, puisqu'il y a tous ces enjeux aussi d'accessibilité, d'hygiène, de dignité, etc. Et donc au sein de cet incubateur, on a accompagné des dizaines d'entreprises depuis plusieurs années sur ces sujets. Et en fait, on voit émerger effectivement des solutions qui sont assez intéressantes. Je vous citais tout à l'heure Sanergy. Alors Sanergy, c'est vraiment une des organisations qui se développe le plus fortement sur ce sujet. Je vous le disais, à Nairobi, ils sont en train de travailler à Kisumu et puis ils exportent aussi leur savoir-faire. Et eux, leur objectif, c'est vraiment de valoriser, à la fois de remplir ce service essentiel qui est l'accès à l'assainissement, de remplir les questions liées à l'hygiène et puis d'avoir cet impact positif sur l'environnement. Il y a d'autres exemples. Je pense notamment à une entreprise qui s'appelle Liquid Gold, qui est basée en Afrique du Sud, qui a d'ailleurs une autre entreprise française qui lui ressemble un peu, qui s'appelle Tupi Organics, et qui s'occupe de quoi ? De récupérer les urines pour en faire des fertilisants pour le secteur agricole. Ça, c'est un exemple intéressant aussi de nexus entre ces services, la question agricole, et donc pas uniquement sur l'eau, mais aussi sur la valorisation. Vous savez qu'on est en dépassement des limites planétaires sur l'azote et le phosphore. Donc c'est un enjeu qui rejoint un peu la question du reuse, mais avec un autre type de service. Et aujourd'hui, ce sont des solutions qu'on peut évidemment imaginer chez nous sur des points, par exemple, de collecte collectif. On pourrait très bien imaginer équiper l'ensemble des stations-service sur les réseaux d'autoroutes avec ce type de solution, par exemple, mais qui vont aussi marcher sur des systèmes individuels à la maison quand on met en place de nouveaux services. Je pense également à Biomass Control. Biomass Control, c'est des petites unités de pyrolyse qui permettent en fait d'avoir des petites unités, mais vraiment toutes petites, qu'on peut installer en milieu rural ou en milieu urbain. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est de produire du biochar. Le biochar, c'est quelque chose qu'on peut réintégrer dans les sols justement pour regagner en fertilité sur les sols. Donc même chose, avoir un coproduit. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? C'est aussi la question économique. Sanergy, aujourd'hui, ils fournissent un service avec un coût de $6 par an par usager. Voilà. Parce qu'il y a cette valorisation, etc. Quand on regarde le coût de l'assainissement collectif, par exemple au Sénégal, c'est $50 par an par usager. Donc ce n'est pas uniquement un impact, c'est-à-dire que cette question économique, elle est aussi très importante parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller plus vite pour développer plus de services. Mais voilà, après, je te rejoins sur ce que tu disais, le dialogue avec les services publics est très complexe. Et aujourd'hui, on a une vraie difficulté de passage à l'échelle de ces solutions. Parce que pour pouvoir passer à l'échelle de ces solutions, il va falloir aussi avoir intégré ces solutions dans des missions de service public, notamment quand on parle d'eau et d'assainissement en milieu urbain ou en milieu rural. Et ça, c'est particulièrement important. Je voulais juste peut-être rebondir sur un exemple français, pour le coup, puisque donc, avec ma casquette Open Land, nous, notre objectif, c'est de faire émerger une économie qui régénère. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive... Alors, c'est un cap, hein, c'est une vision, c'est une ambition, on ne sait pas tout, on va inventer plein de trucs sur le chemin, on va sûrement un peu se gourer aussi, mais ça, c'est la vie. Et donc, dans cette mission, par exemple, nous, on accompagne des entreprises, que je disais un petit peu sur cette question de l'empreinte. Et aujourd'hui, on accompagne, par exemple, une entreprise de l'agroalimentaire. On les aide à bien comprendre quelle est l'empreinte globale sur leur chaîne de valeur, à la fois sur le carbone, à la fois sur l'eau, à la fois sur les impacts de biodiversité.
Et en fait, de faire ce point, de faire ce contexte, ça va nous aider. Ils veulent changer de lieu de production. Alors c'est un pionnier du circuit court, donc eux ils produisent, ils transforment et ils vendent pas trop loin. Donc ça c'est assez pratique en termes de chaîne de valeur. Mais du coup, on va les aider justement à intégrer dans la construction de leur prochain site de production et de transformation, ces liens entre agriculture, transformation, avec des choix techniques, avec des choix d'usage, qui vont justement aider à transformer la façon dont ils font leur métier et intégrer, pourquoi pas, des solutions comme celle de monsieur. Voilà. C'est l'économie circulaire. C'est une parfaite illustration de tout ça. On va terminer sur ces projets français. Est-ce que, justement, j'envisageais de vous donner la parole sur le projet, l'appel à projet eau, mais il y a aussi un programme, je crois, du ministère sur les projets. Alors sur les, je ne sais plus comment il est nommé exactement, mais c'est projets territoires sur la gestion de l'eau où on envisage qu'il y ait 70 territoires d'ici 2000. Alors j'ai plus en tête. 50 projets de territoire d'ici à 2022 et 100 projets de territoire d'ici à 2027. Comment est-ce que concrètement on s'y prépare en fait? Parce que c'est des échéances qui arrivent très très vite. Voilà. Par quoi commencer? Je vais commencer par les PTGE. Donc les PTGE, c'est les projets de territoire de gestion de l'eau. Le projet de reuse de Mont-de-Marsan dont j'ai parlé s'inscrit comme une des solutions du PTGE du Midour. Donc un PTGE, c'est quoi? C'est une réflexion à l'échelle locale qui s'appuie sur une méthodologie de concertation, de travail avec l'ensemble des acteurs dès le départ, partager un diagnostic, c'est quoi les enjeux du territoire, quelles questions on a à répondre, c'est quoi l'ampleur du déficit, c'est quoi la qualité de l'eau et c'est quoi la trajectoire future possible de ce territoire. Parce que c'est pas le coup tout de dire y a un déficit et puis je vais le résoudre et puis je vais faire appel à de la reuse, à des économies d'eau, voire à une création de réserves supplémentaires. Il faut savoir si les ressources mobilisées qu'on va mettre au service de l'agriculture, est-ce que ça va être valorisé économiquement par l'agriculture? Est-ce qu'il y a une filière avec un marché derrière qui permet à ces agricultures, dans le cadre du changement climatique, d'être productrice de valeur ajoutée? Parce que s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de valeur économique et finalement, ça ne sert à rien. En fait, c'est un peu caricatural. Hein. Vous assurez d'un débouché avant d'enclencher. Il faut qu'il y ait une filière économique derrière un projet de mobilisation de ressources en eau et que ce soit bien dans une prospective de changement climatique. C'est-à-dire qu'on s'interroge, on sait très bien, ça serait trop long de développer ça, mais on sait très bien que le changement climatique va provoquer en fait plus d'évapotranspiration, plus de pollution, moins de dilution, moins de débit dans les rivières, moins de capacité de recharge des nappes. Et donc, et on sait aussi que par rapport à l'assiette, au désir des consommateurs, les élevages et les installations les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage vont probablement diminuer. Or, la polyculture élevage, c'est un type d'exploitation agricole qui est assez résiliente et qui est assez parce qu'il y a des prairies temporaires, il y a moins de cultures, de grandes cultures. Ça répond finalement plutôt mieux en fait à des enjeux de préservation des ressources en eau. Donc tout ça pour vous dire, sans être trop long, que les PTGE, ça répond en fait à un diagnostic du territoire, mais qui s'inscrit dans quel enjeu pour les activités agroéconomiques, dont les activités agricoles vont pouvoir perdurer face au changement climatique et aux ressources naturelles qu'on aura. Et donc, par rapport à ce que vous disiez sur les assises de l'eau, et puis sur le bassin d'Haute-Garonne, on a aujourd'hui 12 PTGE qui sont en cours, et on a l'objectif d'ici 2024 et 2027 d'avoir 88 secteurs qui soient couverts par des PTGE, et ça correspond aux 2/3 du territoire dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont concernés aujourd'hui et demain par des problèmes de déficit quantitatif et d'enjeux de pollution diffuse à terme. Donc, on est très mobilisés, forcément, pour développer ces projets de territoire. On travaille là-dessus avec l'ensemble des élus. Il y a
un point qui est important, c'est que les élus, les collectivités publiques portent ces projets-là, parce que, notamment sur des projets de création de nouvelles retenues, si ça s'avère indispensable, c'est important qu'il y ait un partage, et la puissance publique et les élus sont certainement, de notre vision, les mieux placés pour porter ce type de projet. Pour pas que ce soit en effet un projet agricolo-agricole, mais que ce soit bien des projets multi-usages qui servent à la fois des enjeux environnementaux et des enjeux d'une agriculture résiliente. Et sur la reuse, donc l'appel à projet, il y a une vingtaine de projets. Il y a d'autres exemples qui me viennent en tête, mais ça serait trop long, donc s'il y a des questions, on le verra plus tard. L'appel à projet, en fait, qu'on a lancé par l'Agence de l'eau et les régions, court jusqu'en mars 2022. Donc aujourd'hui, on a des projets qui ont été remis sous forme d'intention, et donc 70 projets, donc on est plutôt content, parce que c'est un triplement des projets en cours, donc sur la vingtaine aujourd'hui. Il y a pas mal de projets là-dedans qui émanent de collectivités. C'est quasi 50% de collectivités qui ont répondu à l'appel à projet. Et il y a quand même aussi des propositions d'aller au-delà des usages réglementés. Et c'est exactement ce qui était présenté là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation, elle nous contraint en fait un peu, et on a besoin de l'ouvrir, on a besoin de pouvoir faire autre chose, et de pouvoir élargir en fait le spectre en fait de l'utilisation des... Voilà. Donc, il y a également une zone grise oui, voilà, qui existe dans la réglementation. Voilà. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'aller plus loin. Et donc, vous pouvez encore déposer des appels des projets jusqu'à mars 2022. Et ce sera financé par l'Agence de l'eau et par les régions. Et au-delà de cet appel à projet, de toute façon, l'Agence de l'eau a inscrit dans son programme, donc au fil de l'eau, donc c'est une priorité. En tout temps, okay. Voilà, une priorité pour pouvoir étudier, accompagner les collectivités, les industriels, tout porteur de projet pour défendre et pour proposer des projets. Et je vais laisser les écoquartiers, je pense que c'est un truc à développer, en effet. Sur les questions d'urbanisation, on n'en a pas parlé, mais effectivement, c'est ce qui joue aussi beaucoup sur la ressource en eau et sur les tensions qu'on connaît aujourd'hui. Juste, je vous laisse réagir 2 petites minutes, et puis après... Pardon. J'avais juste une question sur les plans, justement, sur les plans de territoire. Ma question, c'était comment est-ce que vous mobilisez les acteurs économiques autour de ce sujet? Parce que je sais que dans les agences de l'eau, on a une présence plutôt des plus gros et du monde agricole assez traditionnel. Mais on l'a vu notamment sur les plans climat, il y a peu d'entreprises qui se sont intéressées au plan climat, alors qu'en fait, elles ont un rôle hyper important là-dessus. Donc comment est-ce que vous mobilisez les acteurs économiques sur ce sujet? Parce que pour moi, c'est vraiment un point hyper important de comment est-ce qu'on va réussir à les faire bouger pour contribuer à ces communs naturels de ressources. Parce que si ça n'est pas inclus dans leur activité, ils ne vont pas pouvoir contribuer au bon niveau. Oui, puis en plus de ça, les activités économiques et les industriels sont parfois concernés directement par les arrêtés sécheresse, où le préfet leur dit là, le siège est trop sévère, donc la priorité c'est l'eau potable, l'irrigation des cultures parce qu'il y a un enjeu économique, mais par contre on a des papetiers, notamment dans le bassin, papetiers du bassin aquitain, qui ont parfois eu des arrêtés sécheresse avec des limites de prélèvement, et ça impacte directement le process industriel et donc l'activité économique de cette entreprise et de toutes les activités connexes. Donc l'objectif, en tout cas, c'est que le porteur du projet de PTGE, et ce sont des établissements publics, ce sont des élus préférentiellement, mettent autour de la table toutes les activités économiques et les usagers non économiques autour de la table. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et il faut que ce soit fait dès le départ, parce qu'il faut partager le diagnostic et partager le scénario d'arrivée. Et pour ça, il y a des démarches d'ailleurs intéressantes qui ont été faites plutôt sur le PTGE Garonne-Amont en Occitanie, où le conseil départemental qui a porté la démarche a intégré les citoyens. Et pour le coup, c'était un autre élargissement en fait. Et quand je parlais tout à l'heure des enjeux sociétaux, qu'il y a de l'acceptabilité sociale des projets de reuse, c'est important parce que c'est mettre les citoyens autour de la table, c'est aussi élargir le cercle. Parce que à ce que vous disiez, on a toujours un peu les mêmes acteurs autour de la table et des fois on a des postures et des fermetures dans ces postures de représentation politique. Et élargir le cercle, parfois, ça peut permettre une ouverture d'esprit et du coup de supprimer certaines barrières pour arriver à des accords locaux.
Eh ben, vous faites parfaitement le lien avec la dernière question, puis ensuite nous prendrons vos questions. Le dernier point que je voulais aborder, c'était justement, et j'aimerais vous entendre tous les quatre, sur, d'après vous, quelles sont les solutions justement, enfin, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui en fait pour ce passage à l'échelle? Comment on fait pour qu'on franchisse 1% d'eau réutilisée, par exemple, que M. Eman puisse installer sa technologie sur le territoire, enfin voilà. Alors nous, c'est très simple, il nous manque des porteurs de projets. Alors, il y en a de plus en plus. Là, récemment, on a travaillé avec des promoteurs immobiliers. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'acceptation sociétale. Moi, je crois que c'est un des derniers foulards rouges qu'on nous a opposés. Je pense que c'est terminé, ça, parce que j'ai eu en face de moi des ingénieurs en construction qui m'ont écouté longuement et qui m'ont dit qu'ils voulaient absolument s'impliquer là-dedans parce qu'ils pensaient à leurs enfants. Donc, et puis, si vous voulez, la reuse, c'est... je dirais que les gens d'Agen, ils utilisent les eaux traitées de Toulouse. Donc, à part que si vous habitez en haut d'une montagne, vous allez utiliser le premier lot, ensuite elle va être recyclée en permanence. Donc, ça dépend à quel point on se pose. Nous, des porteurs de projets, il en arrive. On a été ralenti par le Covid. On avait rendez-vous avec Crédit Agricole Immobilier le 13 mars 2020 pour étudier un projet. Le 20 mars, on était tous. Le 17 mars, par contre, on était tous sous clé. On travaille beaucoup avec le secteur hôtelier qui a connu un trou d'air. Ça va repartir, je l'espère. Donc nous, on cherche des porteurs de projets, des gens qui veulent s'impliquer. Avec nous, on les appuiera sur les démarches réglementaires, sur les démarches techniques, sur les démarches économiques, pour montrer que ça fonctionne, que ça existe et que ça doit se dupliquer. Voilà, c'est tout. Donc s'il y en a dans la salle, pas de problème. Oui, on a entendu parler effectivement de conservatisme réglementaire, légal, de... volonté politique qui n'est pas toujours au rendez-vous, d'enjeux institutionnels, culturels, voilà, d'un monde de l'entreprise qui est parfois un petit peu réticent à s'engager ou en tout cas qui ne comprend pas forcément quel est le rôle qu'il a à jouer. Donc quelle est d'après vous la priorité? Et je vais vous demander d'être assez brève pour passer ensuite. Moi je dirais que ce type de salon, il faut communiquer, sensibiliser, rassurer. On sait faire, on sait suivre la qualité en fait de l'eau et s'assurer qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Donc ça, je pense que c'est une priorité. Et ensuite, nous, on aidera les porteurs de projets. On a des taux d'aide très incitatifs. Dans l'appel à projet, on aide jusqu'à 80%. Donc il n'y a que 20% par le porteur de projet à mettre au pot, j'ai envie de dire. Et sinon, l'agence finance ce type de projet au maximum de ce qu'on peut faire, notamment dans les projets de territoire, puisqu'on finance toutes les solutions à hauteur de 70%. Donc, par contre, il nous faut des porteurs de projets. Il faut qu'il y ait un élu, une ville, une collectivité ou une entreprise qui dépose un projet. Et les entreprises sont quand même très moteurs. Moi, j'ai plutôt en tête que les entreprises, on a aidé beaucoup d'entreprises qui recyclent. Elles ont un intérêt elles-mêmes en fait à recycler parce qu'elles ont un retour sur investissement direct. Et donc, le recyclage des eaux dans les entreprises, ça se fait quand même pas mal. Voilà. Monsieur Michardière. Alors, avec la casquette Make Sense, qu'est-ce que demandent les jeunes startups qui se lancent sur ce sujet-là? Elles demandent deux choses dont on a parlé, qui est un financement, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise que vous avez, Monsieur Mang, vous avez eu le souffle long à tenir 15 ans et toujours maintenant encore en recherche de partenaires comme vous le faites. C'est quelque chose qui est difficile. Aujourd'hui, dans le monde de l'investissement à impact, donc qui est un des financeurs principaux de ce genre d'initiative, en dessous d'une levée de fonds à 1 million d'euros, 750 000 euros, personne ne va s'intéresser à votre projet. Je caricature à peine. Donc on a besoin de fonds d'investissement qui vont avec des tickets beaucoup plus bas. C'est notamment ce qu'on fait chez Make Sense. On a un fonds d'invest de 8 millions d'euros avec des sous de la Caisse des dépôts. Et on va sur des tickets à partir de 75 000 euros parce qu'il faut aider les porteurs de projets dès les phases de démarrage. Ce qui va complètement à l'opposé d'une course à la start-up où on aimerait avoir le plus grand nombre de start-up possible, comme on a peut-être pu connaître à des époques. C'est pas du tout mon propos ici. Sélectionnons les meilleurs projets, gardons-en un petit nombre, mais financez-les dès les premiers pas. Après, je pense que ce que veulent les entrepreneurs, c'est de la collaboration avec les pouvoirs publics. Donc là, on en a bien parlé. Et puis après, par ailleurs, je fais partie d'une organisation qui s'appelle le Mouvement Impact France, qui s'appelait avant le Mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est globalement un grand club ouvert d'entreprises sociales. Et je suis au conseil d'administration et on vient de présenter des
proposition pour les présidentielles et dont beaucoup tiennent à la transformation des entreprises et des grandes entreprises notamment. Nous, notre religion là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de transformation sans contrainte et que tant qu'on n'aura pas mis en place un système, donc on est allé très loin dans les propositions d'index d'évaluation de l'empreinte écologique qui, tu le disais au départ, doit prendre le sujet eau en compte. Et je pense que quand on aura établi un index comme ça, avec une note par entreprise, et que cette note-là, elle sera liée à de la fiscalité, à de l'accès à la demande publique, là, uniquement, on aura une transformation massive. Sinon, je crois que dans beaucoup de situations, on va rester dans ce qu'on appelle du greenwashing maintenant, ou des belles initiatives, mais qui seront très loin d'un passage à l'échelle, quoi. Donc moi, je crois beaucoup comme quoi on peut tenir un discours très pro-entrepreneuriat et en même temps très pro-État aussi. C'est très clair. Madame Guffon, vous aviez le mot de la fin avant qu'on passe aux questions ? Ok, merci pour le mot de la fin. Moi, je trouve que les métiers liés à l'eau sont des métiers absolument fantastiques. Vous l'avez compris, j'ai mon petit cœur bas quand j'en parle. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de la volonté des gens qui travaillent dans ce secteur de transformer la façon dont ils font leur métier pour vraiment faire face aux enjeux d'adaptation. On est dans un monde qui change. Ce qu'on connaît aujourd'hui ne sera pas ce qu'on va vivre demain. Les enjeux de changement climatique sont en train de transformer les territoires sur lesquels on vit, la façon dont on va travailler, la façon dont on va vivre. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin que tous les métiers qui sont autour des enjeux de l'eau, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les services publics, aient envie de se transformer pour justement ouvrir des espaces d'innovation, des espaces de collaboration avec d'autres acteurs. Et je pense qu'on a besoin d'une deuxième chose, c'est de volonté politique, parce que sans volonté politique, on ne va pas y arriver. Et les projets de territoire tels que vous les avez décrits, avec le fait de mettre plusieurs acteurs autour de la table pour traiter de ces enjeux, c'est absolument essentiel. On est face à un problème systémique. Face à un problème systémique, on doit se mettre autour de ça et on a besoin vraiment de volonté politique. Tous les projets d'eau qui ont fonctionné, que ce soit d'accès, de réutilisation, etc., ne sont passés à l'échelle qu'avec une volonté politique forte. Merci beaucoup. Le moment est venu de vous laisser le micro pour les personnes qui ont des questions à poser. Alors, pour des raisons sanitaires, je vais répéter la question que vous posez au micro. Allez-y à voix haute et je répéterai au micro. À moins que vous parliez très fort. Bonjour, je m'appelle Deborah Bowman. Je suis artiste américaine et doctorante à l'Université Bordeaux-Montaigne, où j'enseigne également. Je travaille depuis 20 ans sur les projets arts et sciences, et avec une spécialité de l'eau. Et actuellement, donc merci beaucoup, c'était absolument passionnant. Et je voulais, voilà, dans les termes concrets, par exemple, j'ai fait un projet à Poujols sur Dordogne, à quelques kilomètres d'ici, où j'ai valorisé une source et un lavoir. Et grâce à mes études scientifiques, j'ai identifié les plantes phytophytrantes et endémiques autour de cette source lavoir au milieu des bois. J'ai remarqué en même temps, avec les 3 ans que j'ai travaillé avec les écoles et avec les habitants, qui étaient passionnés de découvrir l'écosystème autour des plantes, les animaux, les insectes. Et bien sûr, à travers les enfants, on a touché les parents et tous les habitants aux alentours. Donc, c'était un énorme succès. Et grâce à ce projet, j'ai appris plus sur les plantes endémiques qui filtrent l'eau à travers leurs racines. Donc, on est absolument dans les eaux usées. Et parce que, avec l'eau de surface qui vient des propriétés agricoles autour et des maisons, des habitations autour qui n'ont pas la fosse sanitaire correcte, ils jettent leurs eaux usées qui arrivent dans ce lavoir et après dans le ruisseau. Et on a remarqué pendant ces 3 ans de plus en plus d'algues vertes et de nitrates. Mais quand j'ai proposé un projet
pour la renaturalisation de ce lavoir, grâce à ce succès, renaturalisation, ce qui s'appelle le rewilding, planter les différentes montes aquatiques, prêles, etc., toutes ces plantes. Madame le maire m'a donné, oui, bien sûr, la permission, mais je ne peux pas vous aider à chercher les financements, je n'ai pas le temps, etc. Et moi non plus. Donc, je n'ai jamais trouvé de partenaire et c'est vraiment dommage. Donc, pareil pour un deuxième projet à Cansac avec les plantes phytophytantes qui était vu par 7500 visiteurs. Il faut que vous candidatiez à l'appel à projet, du coup. Et donc, juste pour terminer, j'aimerais bien savoir quelle place vous laissez pour les artistes sérieux comme moi, qui ont les projets concrets avec les résultats concrets, qui passionnent tout le monde, qui n'ont pas le temps, ni l'énergie, ni les capacités à remplir formulaire sur formulaire, à chercher l'argent, etc. J'ai besoin de vous. On comprend, Vraiment. ça ne nous amuse pas non Donc, plus. si vous Moi, j'adore ça. regardez au Botanique, je vous invite d'aller sur ma page de l'Université à laboratoire MICA. C'est un beau projet. Merci beaucoup. Deborah Bowman, merci. Alors, merci pour cette triple illustration, à la fois de l'appétence des citoyens pour des sujets comme celui-là, de la difficulté à trouver des porteurs de projets, comme l'exprimait M. Mann, et des difficultés administratives, on va dire, voilà, pour faire naître des projets porteurs. Il y avait une réaction de la part de Madame... Madame Grémy. Moi, ma réaction juste à chaud, c'est que pour moi, le maire ou la maire, c'est votre meilleur atout, en fait. Et si vous avez pu démontrer, en fait, avec votre expérimentation, qu'il y avait un intérêt sur le milieu, en termes de filtration de l'eau, donc de traitement, donc d'auto-épuration en fait par les plantes, et aussi de, comment dire, quelque part de stockage de l'eau, je veux dire, la collectivité est le meilleur porteur de projet pour que cette expérimentation se pérennise et voir s'étendre. Il y a un minimum de formulaires à faire, je suis d'accord, mais on est là quand même pour faciliter les choses. Donc il y a des interlocuteurs de l'agence de l'eau qui sont en plus géolocalisés en fait sur le bassin, et ces agents-là, en fait, notre personnel aide, voilà, à formaliser en tout cas une demande d'aide. Il faut bien une demande d'aide formalisée, et d'ailleurs qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal ou du syndicat qui porte le projet. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que la... Pardon, moi je voulais bien réagir sur la question, Okay, sur la deuxième question, sur la place de l'art et de la culture dans ces sujets. Eh bien, nous, avec le projet Open Land, c'est une partie très importante de ce qu'on mène. On accompagne des entreprises, des territoires, des individus sur ces questions. Et on pense que justement, la culture, les arts sont des vecteurs, en fait, et vont nous permettre de voir un monde différemment, de pouvoir expérimenter des choses, vivre des choses différemment. Et ça nous tient tellement à cœur que le tiers-lieu qu'on a ouvert à Nantes depuis 2020, eh bien, sur ses murs, il porte une fresque qui raconte l'histoire de Nantes en 2050, puisqu'on est basé à Nantes, qui aurait réussi sa transition écologique. Donc je vous invite d'ailleurs à aller sur le site, vous pouvez avoir tout le récit qui est lié à ça. Et il y a quelques éléments sur l'eau. Donc oui, les arts et la culture sont absolument essentiels dans ces questions de transition auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Donc merci. Oui, c'est vrai que nous sommes restés sur des choses très pragmatiques, mais... Est-ce qu'il y a une autre question avant que nous terminions? Et puis de toute façon, vous aurez accès aux intervenants à la fin de cette table ronde. Oui, monsieur. Je voudrais revenir sur la réutilisation des eaux grises. Comment c'est ressenti par les agriculteurs? Quel est le coût financier qui sera prévu? Et est-ce qu'il y a un nouveau réseau pour la réutilisation des eaux grises? Alors, je la répète à voix haute. Donc, la question de monsieur concerne la réutilisation des eaux grises. Comment est-ce que c'est perçu par le monde agricole et quelles sont les facilitations qui existent? Et le coût, oui. Alors, moi, quand je vous ai parlé des eaux grises, on les recycle à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. Donc, il n'y a pas d'impact direct sur le monde agricole,
puisque c'est en fait pas notre idée, mais ce qu'on permet de faire, c'est de n'utiliser de l'eau potable que pour les usages qui le nécessitent. Voilà. Vous avez plein d'usages, vous n'êtes pas obligé de laver du linge avec de l'eau potable, vous n'êtes pas obligé d'arroser vos plantes avec de l'eau potable, enfin qualité potable, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau potable à la cuvette des WC, de laver les sols avec la cuvette des WC, de laver votre voiture à la cuvette des WC. Tout ça, vous pouvez le faire avec de l'eau recyclée à l'intérieur de votre bâtiment. Donc il n'y a pas d'incidence sur le monde agricole. Après, le retour économique, il dépend bien entendu de la quantité d'eau qu'on va traiter. Sur des établissements, des hôtels qui ont des quantités d'eau proches au-delà de 5000 m3 par an, on arrive à avoir des temps de retour qui sont intéressants basés sur le prix de l'eau, sans parler d'aide ou de subvention. Hein. Ça peut être qu'un surplus. Après, pour des habitations domestiques, le temps de retour il est beaucoup plus compliqué à calculer en fonction de la quantité d'eau que vous allez traiter. Par contre, je travaille avec beaucoup d'agriculteurs, notamment du Lot-et-Garonne, dans d'autres activités. Et je sais que quand on parle de reuse, malheureusement pour moi, ils ne sont malheureusement pas assez souvent impliqués dans les réunions. Parce que j'ai participé à beaucoup de réunions, on me disait, bon, on va faire le recyclage, de la reuse pour les agriculteurs. Ben, j'ai dit oui, mais demandez-leur d'abord comment ils vont le percevoir avant de leur proposer de l'eau recyclée à un prix beaucoup plus élevé que l'eau qu'ils utilisent à l'heure actuelle et qu'ils ne le payent pas. Donc là aussi, il y a un gap à franchir qui n'est pas notre. Hein. Le modèle économique, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai que ça se questionne dès le départ d'un projet. Il peut y avoir des usages agricoles. Alors d'une part, l'usage agricole, l'irrigation agricole à partir d'eau usée traitée, c'est un usage réglementé, donc c'est clair que c'est encadré aujourd'hui par la loi et il y aura une harmonisation avec les textes européens, mais ça sera toujours possible, avec peut-être des exigences de traitement supplémentaires pour pouvoir permettre l'irrigation agricole. Mais on a d'ores et déjà des projets qui existent en France et sur le bassin d'Or-Garonne. Par contre, l'irrigation agricole répond bien à un intérêt en fait pour l'agriculture à partir du moment où les prélèvements agricoles peuvent être restreints l'été à cause de débits d'étiage dans les rivières qui sont trop bas. Et pour le coup, il peut y avoir un intérêt pour l'agriculteur à pouvoir continuer d'irriguer et donc à sauvegarder ses cultures s'il fait appel à de la reuse à partir de stations d'épuration alors qu'il ne peut plus prélever dans le milieu naturel. Donc pour le coup, même si l'eau prélevée dans le milieu naturel, en général pour les agriculteurs, elle n'est pas gratuite, puisque d'une part, il paye une redevance à l'agence de l'eau, et d'autre part, il est en général dans des réseaux d'irrigation où il fait appel à une retenue collinaire, et donc il y a quand même des coûts liés à la... ou de l'ASA, on va dire, d'association syndicale autorisée pour l'irrigation, ou d'un système qui fait que ce n'est pas complètement gratuit. Et j'avais une autre réponse en tête. Ah oui, je pensais quand même aussi à... Je vais vous demander d'écourter un petit peu parce qu'on a dépassé le... C'est juste un exemple en fait, que je trouve intéressant par rapport à l'intérêt pour l'agriculture. On a un exemple en fait qu'on a financé d'un éleveur en fait qui récupère en fait ses eaux de toiture de bâtiments d'élevage, qui les traite et qui abreuve son bétail l'été en fait. C'est un élevage de chèvres, c'est dans l'Aveyron. Et ça lui permet en fait de se déconnecter du réseau d'eau potable et ça soulage du coup la collectivité et lui ça lui permet de sécuriser son abreuvement du bétail. Voilà, c'était juste un autre exemple avec un intérêt économique direct pour l'agriculteur et pour la collectivité. Donc c'est récupération d'eau de pluie. Ouais, alors je suis désolée, je vois qu'il y a encore d'autres mains qui se lèvent. On va être obligé de clore cette table ronde, mais en tout cas les 4 intervenants restent à votre disposition si vous voulez leur poser vos questions. En tout cas, je vous remercie tous les 4 d'avoir animé ce débat et merci à vous toutes et tous d'avoir suivi aussi cette table ronde et bonne continuation sur le sommet. Au revoir.